John Falstaff naquit en 1352 dans le Gloucestershire, fils cadet d'un modeste chevalier de province. John Falstaff nació en 1352 en Gloucestershire, hijo menor de un modesto caballero de provincia. Doté d'une intelligence vive mais d'un goût prononcé pour les plaisirs, le jeune John fut envoyé à Oxford où il devait recevoir l'éducation qui ferait de lui un homme d'église, seule carrière envisageable pour un cadet sans fortune. Dotado de una inteligencia viva pero de un pronunciado gusto por los placeres, el joven John fue enviado a Oxford donde debía recibir la educación que lo convertiría en un hombre de iglesia, única carrera concebible para un hijo menor sin fortuna. À Oxford, John se révéla un étudiant brillant mais indiscipliné. Sa mémoire prodigieuse et son esprit affûté lui permettaient d'impressionner ses professeurs sans jamais ouvrir un livre. Il préférait passer ses soirées dans les tavernes où il développa deux talents qui le suivraient toute sa vie, boire sans limite apparente et raconter des histoires qui captivaient son auditoire. En Oxford, John se reveló como un estudiante brillante pero indisciplinado. Su prodigiosa memoria y su agudo ingenio le permitían impresionar a sus profesores sin jamás abrir un libro. Prefería pasar sus veladas en las tabernas donde desarrolló dos talentos que lo acompañarían toda su vida, beber sin límite aparente y contar historias que cautivaban a su audiencia. À 19 ans, Falstaff se retrouva au centre d'un scandale. Le doyen d'Oxford découvrit que pendant 6 mois, John avait prétendu suivre des cours de théologie qu'il n'avait jamais fréquentés. Pour éviter l'expulsion, il inventa une histoire abracadabrante. Il aurait été enlevé par des moines hérétiques qui l'auraient séquestré pour lui soutirer des informations sur l'université. A los 19 años, Falstaff se encontró en el centro de un escándalo. El decano de Oxford descubrió que durante 6 meses, John había fingido asistir a cursos de teología que nunca había frecuentado. Para evitar la expulsión, inventó una historia extravagante. Habría sido secuestrado por monjes heréticos que lo habrían retenido para extraerle información sobre la universidad. Cette affabulation était si absurde que personne n'aurait dû y croire. Pourtant, Falstaff la raconta avec une telle conviction, agrémenta son récit de détails si précis sur la théologie controversée de ces moines, qu'il inventa entièrement, que le doyen finit par douter. Mieux encore, John prétendit avoir converti 2 de ses ravisseurs à l'orthodoxie pendant sa captivité. Esta fabulación era tan absurda que nadie debería haberla creído. Sin embargo, Falstaff la narró con tal convicción, adornando su relato con detalles tan precisos sobre la controvertida teología de estos monjes, que inventó por completo, que el decano comenzó a dudar. Mejor aún, John afirmó haber convertido a 2 de sus captores a la ortodoxia durante su cautiverio. Le doyen, impressionné par ce qu'il crut être du zèle religieux, non seulement pardonna à Falstaff, mais le recommanda à l'évêque de Gloucester comme un jeune homme prometteur. C'est ainsi que John apprit sa première grande leçon, un mensonge extravagant, raconté avec assurance, peut être plus crédible qu'une excuse plausible. El decano, impresionado por lo que creyó un celo religioso, no solo perdonó a Falstaff, sino que lo recomendó al obispo de Gloucester como un joven prometedor. Así fue como John aprendió su primera gran lección: una mentira extravagante, contada con aplomo, puede ser más creíble que una excusa plausible. L'évêque de Gloucester ne tarda pas à percer à jour la paresse et la débauche de Falstaff. Renvoyé de la maison épiscopale, sans argent et sans perspective, John s'engagea dans l'armée du roi. Sa carrière militaire fut brève mais formatrice. El obispo de Gloucester no tardó en descubrir la pereza y el libertinaje de Falstaff. Despedido de la casa episcopal, sin dinero y sin perspectivas, John se alistó en el ejército del rey. Su carrera militar fue breve pero formativa. Lors d'une escarmouche contre des rebelles gallois, Falstaff se trouva isolé face à 3 adversaires. Sans aucune chance de l'emporter par les armes, il se mit à parler en gallois, langue qu'il avait apprise dans les tavernes frontalières, prétendant être un espion à la solde du chef rebelle. Il débita un tel flot d'informations inventées sur les positions anglaises que les Gallois, au lieu de le tuer, l'emmenèrent à leur chef. Durante una escaramuza contra rebeldes galeses, Falstaff se encontró aislado frente a 3 adversarios. Sin posibilidad alguna de vencer por las armas, comenzó a hablar en galés, lengua que había aprendido en las tabernas fronterizas, fingiendo ser un espía al servicio del jefe rebelde. Soltó tal flujo de información inventada sobre las posiciones inglesas que los galeses, en lugar de matarlo, lo llevaron ante su líder. Devant le chef rebelle, Falstaff changea complètement de tactique.
Il se présenta comme un mercenaire anglais dégoûté par la pingrerie de ses employeurs et offrit ses services aux Gallois, pour un prix exorbitant. Pour prouver sa valeur, il détailla les faiblesses du dispositif défensif anglais, qui étaient en réalité ses points forts, encourageant une attaque qui se solderait par un désastre pour les rebelles. Ante el jefe rebelde, Falstaff cambió completamente de táctica. Se presentó como un mercenario inglés asqueado por la tacañería de sus empleadores y ofreció sus servicios a los galeses, por un precio exorbitante. Para demostrar su valía, detalló las debilidades del dispositivo defensivo inglés, que eran en realidad sus puntos fuertes, fomentando un ataque que resultaría en un desastre para los rebeldes. Le chef gallois, méfiant, le fit emprisonner pour la nuit. Falstaff séduisit alors la fille du geôlier avec des poèmes qu'il prétendait avoir composés pour elle, mais qu'il avait en réalité mémorisés à Oxford. Elle lui procura une outre de vin et les clés de sa cellule. El jefe galés, desconfiado, lo hizo encarcelar por la noche. Falstaff entonces sedujo a la hija del carcelero con poemas que pretendía haber compuesto para ella, pero que en realidad había memorizado en Oxford. Ella le proporcionó un odre de vino y las llaves de su celda. Au lieu de s'enfuir immédiatement, l'audacieux John pénétra dans la tente du chef pendant son sommeil, et vola des documents stratégiques. Il regagna les lignes anglaises au petit matin, se présentant comme un héros ayant risqué sa vie en mission d'espionnage. Les documents qu'il rapportait lui valurent effectivement les honneurs, une bourse généreuse et le début d'une réputation. En lugar de huir inmediatamente, el audaz John penetró en la tienda del jefe durante su sueño y robó documentos estratégicos. Regresó a las líneas inglesas al amanecer, presentándose como un héroe que había arriesgado su vida en una misión de espionaje. Los documentos que trajo le valieron efectivamente honores, una generosa bolsa y el inicio de una reputación. Quelques années plus tard, alors qu'il avait dilapidé sa récompense et contracté des dettes considérables, Falstaff fut convoqué par un percepteur royal pour des impôts impayés. Au lieu de plaider la pauvreté, il adopta une attitude indignée, affirmant être lui-même créancier de la couronne. Il exhiba un document qu'il prétendait être une reconnaissance de dette signée par un officier royal, en réalité, un faux grossier qu'il avait fabriqué. Algunos años después, habiendo dilapidado su recompensa y contraído considerables deudas, Falstaff fue convocado por un recaudador real por impuestos no pagados. En lugar de alegar pobreza, adoptó una actitud indignada, afirmando ser el mismo acreedor de la corona. Exhibió un documento que pretendía ser un reconocimiento de deuda firmado por un oficial real, en realidad, una burda falsificación que había fabricado. Le montant était si précis, 37 livres, 8 shillings et 4 pence, et l'histoire qui l'accompagnait si détaillée, des fournitures pour l'armée lors d'une campagne en Écosse, que le percepteur, décontenancé, promit de vérifier dans les registres royaux. Sachant que la supercherie serait découverte, Falstaff ne perdit pas de temps. La cantidad era tan precisa, 37 libras, 8 chelines y 4 peniques, y la historia que lo acompañaba tan detallada, suministros para el ejército durante una campaña en Escocia, que el recaudador, desconcertado, prometió verificar en los registros reales. Sabiendo que el engaño sería descubierto, Falstaff no perdió tiempo. Il se rendit chez un riche marchand de laine, Sir Thomas Wolsey, prétendant être un agent du Trésor royal, chargé de régler cette même dette de 37 livres. Il expliqua que pour des raisons administratives complexes, la couronne avait besoin d'un prêt-relais de ce montant, qui serait remboursé avec intérêt sous quinzaine. Sir Thomas, flatté d'être sollicité pour rendre service à la couronne, et appâté par les intérêts promis, avança la somme. Falstaff l'utilisa immédiatement pour régler sa dette fiscale, puis quitta la ville avant que la supercherie ne soit découverte. Acudió a un rico comerciante de lana, Sir Thomas Wolsey, fingiendo ser un agente del Tesoro Real encargado de saldar esta misma deuda de 37 libras. Explicó que por complejas razones administrativas, la corona necesitaba un préstamo puente de este monto, que sería reembolsado con intereses en 15 días. Sir Thomas, halagado por ser solicitado para prestar servicio a la corona y tentado por los intereses prometidos, adelantó la suma. Falstaff la utilizó inmediatamente para pagar su deuda fiscal y luego abandonó la ciudad antes de que el engaño fuera descubierto. 6 mois plus tard, lorsqu'il croisa par hasard Sir Thomas à Londres, loin de fuir, Falstaff l'accosta joyeusement. Avant même que le marchand puisse l'accuser, il se répandit en remerciements pour son patriotisme et lui expliqua,
avec force détails administratifs inventés, que le remboursement avait été effectué depuis longtemps entre les mains d'un clerc de Sir Thomas. Face au marchand confus, Falstaff s'indigna de la malhonnêteté de ce clerc et proposa même son aide pour le retrouver. Face à l'aplomb de Falstaff et à la complexité de l'affaire, Sir Thomas préféra abandonner les poursuites, concluant que le jeu n'en valait pas la chandelle. 6 meses después, cuando se cruzó por casualidad con Sir Thomas en Londres, lejos de huir, Falstaff lo abordó alegremente. Antes de que el comerciante pudiera acusarlo, lo colmó de agradecimientos por su patriotismo y le explicó, con abundantes detalles administrativos inventados, que el reembolso se había efectuado hacía tiempo en manos de un secretario de Sir Thomas. Ante el comerciante confundido, Falstaff se indignó por la deshonestidad de este secretario e incluso ofreció su ayuda para encontrarlo. Frente a la audacia de Falstaff y la complejidad del asunto, Sir Thomas prefirió abandonar la persecución, concluyendo que el juego no valía la pena. Ainsi, John échappa une fois de plus aux conséquences de ses actes grâce à son audace et son intelligence. À 30 ans, Falstaff décida qu'il était temps d'améliorer son statut social. Il commença à se faire appeler Sir John, bien qu'il n'eût jamais été adoubé. Pour justifier ce titre, il inventa un passé glorieux fait de batailles imaginaires et d'actes héroïques invérifiables. Así, John escapó una vez más a las consecuencias de sus actos gracias a su osadía e inteligencia. A los 30 años, Falstaff decidió que era hora de mejorar su estatus social. Comenzó a hacerse llamar Sir John, aunque nunca había sido nombrado caballero. Para justificar este título, inventó un pasado glorioso hecho de batallas imaginarias y actos heroicos inverificables. Sa plus grande imposture de cette période fut de se présenter comme un parent éloigné du comte de Westmoreland. Le hasard voulut qu'à un banquet, il se retrouva face au comte en personne. Au lieu de battre en retraite, Falstaff aborda le noble avec une familiarité déconcertante, rappelant des souvenirs d'enfance entièrement fictifs. Le comte, d'abord surpris, fut bientôt désarmé par le charme et l'assurance de Falstaff. Su mayor impostura de este periodo fue presentarse como un pariente lejano del conde de Westmoreland. La casualidad quiso que en un banquete se encontrara cara a cara con el propio conde. En lugar de retirarse, Falstaff abordó al noble con una desconcertante familiaridad, evocando recuerdos de infancia completamente ficticios. El conde, al principio sorprendido, pronto fue desarmado por el encanto y la seguridad de Falstaff. Ce dernier raconta avec tant de détails précis une visite du jeune comte au manoir familial des Falstaff, manoir qui n'avait jamais existé, que le noble commença à douter de sa propre mémoire. John évoqua même une vieille servante, une certaine Martha, qui selon lui avait travaillé dans les deux maisons et portait toujours un médaillon en forme de croissant de lune. Este último narró con tantos detalles precisos una visita del joven conde a la mansión familiar de los Falstaff, mansión que nunca había existido, que el noble comenzó a dudar de su propia memoria. Ion mencionó incluso a una vieja sirvienta, una tal Marta, que según él había trabajado en ambas casas y siempre llevaba un medallón en forma de media luna. Par un coup de chance extraordinaire, le comte avait effectivement connu, dans son enfance, une servante nommée Martha qui portait un tel bijou. Cette coïncidence fortuite convainquit le comte que Falstaff disait vrai, et il l'accueillit comme un parent retrouvé. Cette nouvelle connexion permit à Falstaff d'obtenir un poste de juge de paix, position qu'il utilisa plus pour son profit personnel que pour faire respecter la loi. Por un extraordinario golpe de suerte, el conde efectivamente había conocido en su infancia a una sirvienta llamada Marta que llevaba tal joya. Esta fortuita coincidencia convenció al conde de que Falstaff decía la verdad, y lo acogió como un pariente reencontrado. Esta nueva conexión permitió a Falstaff obtener un puesto de juez de paz, posición que utilizó más para su beneficio personal que para hacer cumplir la ley. C'est à cette époque qu'il commença à fréquenter la taverne de la Tête de Sanglier, à Eastcheap, qui deviendrait son quartier général. Ainsi, à travers ces situations où son intelligence, son audace et son talent pour l'affabulation lui permirent d'échapper aux conséquences de ses propres excès, John Falstaff développa le personnage que Shakespeare immortalisera plus tard. Fue en esta época cuando comenzó a frecuentar la taberna de la cabeza de jabalí en Eastcheap, que se convertiría en su cuartel general. Así, a través de estas situaciones donde su inteligencia, audacia y talento para la fabulación le permitieron escapar a las consecuencias de sus propios excesos, John Falstaff desarrolló el personaje que Shakespeare inmortalizaría más tarde. Chaque mensonge réussi,
chaque dette esquivée, chaque bouteille vidée sans conséquence immédiate renforça sa conviction que la vie était une farce dont il était le metteur en scène. Son embonpoint, résultat de son amour immodéré pour la bonne chair et le vin, devint pour lui non pas une source de honte, mais un élément de son personnage, une preuve visible de sa joie de vivre et de son dédain pour les conventions. Cada mentira exitosa, cada deuda esquivada, cada botella vaciada sin consecuencia inmediata reforzó su convicción de que la vida era una farsa de la cual él era el director. Su corpulencia, resultado de su amor inmoderado por la buena mesa y el vino, se convirtió para él no en una fuente de vergüenza sino en un elemento de su personaje, una prueba visible de su alegría de vivir y su desdén por las convenciones. Les années passant, la frontière entre l'homme réel et le personnage qu'il s'était créé s'estompa. Falstaff devint réellement l'être excessif, menteur, buveur, mais étrangement attachant, que le prince Hal rencontrerait un jour, et dont les aventures entreraient dans la légende grâce à la plume de Shakespeare. Con el paso de los años, la frontera entre el hombre real y el personaje que se había creado se difuminó. Falstaff se convirtió realmente en el ser excesivo, mentiroso, bebedor pero extrañamente entrañable que el príncipe Hal conocería un día y cuyas aventuras entrarían en la leyenda gracias a la pluma de Shakespeare.